Erev Tov à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver en accueillant Monsieur Ababou et Monsieur Drey. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous rejoignent. Donc, je vous invite à partager ce type de vidéo, à commenter, à laisser un like et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et avant de commencer, j'aimerais dédier donc, les Shem Hashem, que ce cours soit au nom d'Akadosh Baruch Hu, et aussi les Shem à Kol Israël, pour tout le mérite du Ham Israël. Une refoua shelema pour tous nos malades et en particulier pour Chaim Akiva Ben Nelly qui puisse se rétablir le plus rapidement possible. À Oui. l'élévation de l'âme de David Lelouch qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui nous a quittés cette semaine, à l'élévation de son âme et à l'unité dans tout le Ham Israël et avec les justes des nations. Donc ce soir, on va parler d'actualité. On va Et la parler libération totale de tous les otages. et à la libération totale de tous les Khatoufim qui puissent rentrer le plus vite possible à la maison des otages. Alors, ce soir, on va parler donc d'actualité, on va parler de pogrom. Le mot paraît énorme quand on parle de pogrom. On va détailler, on va expliquer pourquoi ces mots-là sont employés. On va parler de guerre de civilisation, on va parler de mondialisation, de l'élection de Trump. Et on a deux spécialistes, deux personnes qui ont un bagage, qui connaissent cette actualité. Et d'ailleurs, je vais vous laisser vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaisseraient pas encore. Et après, on rentre direct dans le vif du sujet. Bien, je m'appelle Fabien Babou. Mon prénom est Moshe en hébreu. Au niveau de ma formation initiale, je suis économiste. J'ai des doctorats en économie, notamment en perspective économique et en économie et civilisation de l'Université Paris II et de l'Université de la Sorbonne de Paris. Je suis en Israël depuis il y a un certain nombre d'années maintenant. J'ai écrit pas mal de livres, d'ouvrages. Je dis tout ça, cela évidemment en toute humilité. Et j'essaye depuis maintenant une dizaine d'années à peu près d'essayer de comprendre à travers la Torah que Dieu nous a donnée les phénomènes d'actualité tels qu'ils nous surviennent au jour le jour. Alors, Louis, je te laisse te présenter aussi. Ben, moi, c'est Louis Drey, et mon prénom en hébreu, c'est Yachiel, et je suis de formation commerciale, formation que j'ai suivie dans des chambres de commerce, et ensuite, mon parcours en France s'est déroulé dans des très grandes entreprises multinationales, dans des directions commerciales de haut niveau, et en fait, c'est dans ces sphères économiques que j'ai été interpellé par le fait politique, et dès les années après la guerre de Kippour, j'ai commencé à réfléchir sur les orientations que suivaient les dirigeants européens, et en particulier puisque je vivais en France, et j'ai été très interpellé. Malheureusement, on m'a appelé un prophète de mauvais augure parce que j'étais pas très optimiste sur l'avenir de l'Europe. Et 40 ans après, puisque ça fait 40 ans que je suis en Israël, eh bien, les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui, les visions et les compréhensions que j'avais de la prospective qui attendait la France, eh bien, sont des faits que je vérifie tous les jours. Et je suis très inquiet pour la suite des événements. Et c'est pour ça que je m'associe avec plaisir ce soir à cette intervention que tu organises. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler donc de pogrom. On va parler de pogrom, donc c'est un mot fort, hein. Un pogrom, on se rappelle donc des nuits de cristal, enfin pour ceux qui se rappellent, qui ont toujours la mémoire de ce qui s'est passé il y a plus de 75 ans et dans l'histoire du peuple hébreu à travers son histoire. Et comment on peut se permettre de parler de pogrom? Eh bien, juste, on va rappeler certaines choses. Le 7 octobre, par exemple, on a vu des familles, des maisons encerclées avec des viols, avec des meurtres, avec des décapitations, avec des sommations de sortir des maisons, sinon les maisons allaient être mises en feu et on mettait le feu aux maisons. Donc c'est ce qu'on retrouvait pendant les nuits de cristal. On a vu aussi ce qui se passe en France depuis longtemps, depuis l'histoire d'Ilan Halimi, de Gisèle Halimi, de Toulouse. Tout ça sont des pogroms, puisqu'un pogrom, c'est quoi? C'est venir assassiner pour rien des innocents
qui ne sont pas directement concernés. Et là, c'est véritablement les innocents qui sont visés. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un pogrom. Et c'est ce qu'on a vu aussi à Amsterdam. C'est-à-dire, c'est viser une communauté, viser un peuple de manière gratuite. Et je rappelle juste, et je vais laisser après Moshe et Louis en parler, Yeriel, c'est que on se rappelle de Munich, par exemple. Munich, les athlètes de Munich. Là, on sait que demain, il y a un match de foot, on va en parler, il y a toute une sécurité, on a vu ce qui s'est passé à Amsterdam et tout, mais est-ce qu'on a déjà vu ça pour une équipe d'un pays, l'histoire de Munich, c'est-à-dire une équipe israélienne qui est prise en otage et tous les concurrents, toutes les personnes qui ont participé aux Jeux Olympiques sont exécutées. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire pour un autre pays? À ma connaissance, non. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas normal ce qui se passe dans le domaine du sport qui normalement est apolitique, n'est pas touché par le domaine politique ni quoi que ce soit. C'est pas normal que dans ce domaine-là, c'est pas juste une manifestation. On voit des assassinats comme à Munich avec des prises d'otages. Et si la sécurité aujourd'hui, il n'y avait pas une sécurité sur les équipes israéliennes, on sait que ça pourrait recommencer encore aujourd'hui avec une autre forme de septembre noir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces pogroms modernes et le lien qu'on pourrait retrouver avec les pogroms de l'histoire? Bien, je vais me permettre de commencer en quelques minutes, quelques secondes, un dossier qui est extrêmement lourd, parce qu'il est évident qu'en tant que, disons, économiste et étant docteur en civilisation, en économie et civilisation, je voudrais dire trois choses. La première chose, le premier élément fondamental, c'est qu'à chaque fois que les civilisations se détériorent, puis s'affaissent pour disparaître à un moment donné, il y a un relent d'antisémitisme. Alors, ce relent d'antisémitisme, il vient, si vous voulez, en crescendo. Il est d'abord latent, puis on essaye tout simplement de vérifier si les populations autochtones sont plus ou moins indifférentes. C'est exactement ce qu'ont fait les nazis avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont bien regardé comment que les Occidentaux organisaient la défense et s'organisaient, surtout comment que les Juifs s'organisaient en tant que tels face à l'emprise de l'antisémitisme, et ils ont été exactement comme aujourd'hui, selon un programme bien établi en crescendo. Et ce crescendo, aujourd'hui, a atteint son paroxysme, pas seulement à cause du football, parce que le football, évidemment, c'est le cadre, disons, d'un large public, notamment un cadre de jeunes, un cadre de gens qui sont intéressés par le sport et qui ne sont pas forcément politisés. Je dis bien pas forcément politisés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet encadrement, ce programme, à l'époque on disait les protocoles des sages de Sion, ce programme est un programme préétabli, extrêmement bien calculé presque, j'allais dire, seconde par seconde, et mis en exergue, mis en action à partir du moment où les événements sont tout simplement préparés, où les événements sont relativement mûrs. Actuellement, nous vivons, Eliaou, une descente aux enfers, et je précise bien, de nos civilisations, notamment occidentales, parce que tout simplement, les soubassements de cette civilisation sont en train de se défaire et de se liquéfier. Et cela à une vitesse grand V. Et à un certain point de dématuration, à un certain point de liquéfication, automatiquement, les ennemis d'Israël et les ennemis du monde et les ennemis d'Adam Arishon, n'oublions pas que Israël, ce n'est qu'un intermédiaire de tout cela, ce n'est qu'une première phase de tout cela, et que véritablement, très vite, on va passer à la vitesse grand V, comme ça s'est passé exactement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui me surprend, ce qui me désole, et je vais m'arrêter là, c'est l'attitude des communautés juives. J'ai un livre ici absolument extraordinaire d'une femme que j'ai assez bien connue, qui s'appelait, Zichronha Libracha, Madame Renée Neher, qui était la femme
du professeur André Neher, qui a écrit ce livre-là il y a une vingtaine d'années à peu près, Histoire juive et Histoire juive de la Révolution à l'État d'Israël. Et à la page 977, regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit qu'en fait, en Allemagne, jusqu'en 1933, comme dans tous les autres pays d'Europe, je précise bien, comme dans tous les autres pays d'Europe occidentale, les Juifs se sont sentis libres, librement accès à tous les métiers. L'éventail professionnel était donc extrêmement varié. Ils étaient partout. On en trouve cependant en nombre plus important dans l'industrie, le commerce, les textiles et la confection, dans la presse, à la radio et dans les professions libérales, médecins et avocats. Ils étaient parfaitement libres et se croyaient parfaitement intégrés. Et ce phénomène-là, qui a été vu il y a presque 100 ans, n'est-ce pas, on le retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire, on le retrouve aujourd'hui en Occident, en Europe, comme aux États-Unis. Je précise bien comme aux États-Unis. Et ce phénomène de masse est un phénomène tout simplement typiquement juif qu'on a vu déjà au temps de l'Empire romain et aussi évidemment au temps de l'Empire égyptien, tous les pharaons, la paracha évidemment Shemot, qu'on va lire bientôt, incessamment sous peu. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que c'est l'assimilation, c'est la perte d'identité juive, Eliaou. Et à partir du moment où on arrive à un certain niveau de perte d'identité juive, automatiquement, l'antisémitisme renaît de ses cendres. Alors, on est d'accord à 100%. Louis, on t'écoute. Si tu veux amener quelque chose sur justement cet état d'esprit de pogrom, mais après, je rajouterai quelque chose dessus. On t'écoute. Pour les pogroms, d'abord, on se pose la question, et tu as posé la question, pourquoi tous ces pogroms? D'abord, le pogrom est complètement associé à un sentiment racial de haine, et ce sentiment racial de haine, on le retrouve, il faut quand même pas avoir la mémoire courte, même si tu as évoqué Munich qui est très important pour les athlètes, parce que c'est à Munich que, dans les brasseries de Munich, que le parti néo-nazi d'Adolf Hitler, dans les années 1920, se réunissait. Absolument. Donc, c'est quand même tout un symbole. Mais avant ces pogroms, l'histoire, si tu veux, de l'Europe, c'est un fleuve de sang, un cimetière, puisque elles ont commencé ces pogroms et ces persécutions dès la descente de ces croisés qui allaient délivrer la Terre Sainte. Et si les souvenirs historiques sont bons, c'est des massacres de 150 000 personnes. Donc c'était quelque chose d'effroyable. On l'a retrouvé dans l'Inquisition d'Espagne. C'était des pogroms également. Et on les a retrouvés au Portugal. On les a retrouvés en Ukraine, sous les Cosaques. Des villages entiers juifs pratiquement ont été anéantis. C'était de l'ordre de 150 000 personnes qui étaient liquidées. C'était le fameux Cosaque qui dirigeait ses troupes, Chmelnytsky. D'ailleurs, il y a encore ça en Ukraine, sa statue. Donc, il est encore une personnalité honorable, après avoir commis des carnages. Et puis, plus proche de nous, si on regarde comment s'est fondé l'État d'Israël avec les pionniers qui venaient de Russie, pourquoi sont-ils venus ces pionniers laïcs? C'est parce qu'ils voulaient échapper à tous ces pogroms, les pogroms de Kishinev, Odessa et compagnie. C'est, d'après les historiens, encore 150 000 morts. Donc, en fait, on pensait, avec le tribut qu'a payé le peuple juif à la Shoah, et la résurrection d'État d'Israël, que le juif s'était réhabilité sur la scène de l'histoire. Et malheureusement, quelque chose que n'avait pas vu Théodore Herzl dans État vieux, État neuf, c'était qu'il fallait compter sur l'obstruction totale de Ishmaël, sur le retour de ce peuple vers son identité, vers sa patrie. Et en fait, à partir, c'est un élément très important que tu as cité, Munich, parce que dans le développement
du terrorisme et des pogroms, eh bien, Munich est une articulation de l'histoire, un point qu'on peut désigner comme un point de départ. C'était l'année 72. Et en fait, depuis, à mesure que s'est exacerbé le conflit palestinien, ben, les tensions, les opérations militaires, tout ce qui s'ensuit, se sont déroulées. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais en Europe, ils n'étaient pas acteurs de ce problème du Moyen-Orient. Mais l'Europe a commis l'erreur monumentale dans sa direction politique de s'allier dans une vision mondialiste étanusienne pour le développement de la civilisation. Et ce mondialisme a pensé que peut-être il faut comprendre un petit peu quelle est la doctrine de ce mondialisme. Ça passe par le multiculturalisme, la perte de souveraineté des nations, des frontières, et donc ce qu'on appelle en américain le melting pot. Et en fait, ils ont trouvé, à l'époque de la guerre de Kippour, des accords pétroliers qu'on appelait les Eurabia, où on a négocié des approvisionnements en pétrole contre une émigration qui était impossible à pouvoir être assimilée à l'Occident, dans la mesure où on promettait aux pays pétroliers qu'on ne leur imposerait pas une intégration culturelle et qu'ils pouvaient conserver toutes leurs racines. Alors, leurs racines, on les connaît, c'est l'islam. Quand il y a eu 500 000, 1 million, 2 millions, ben, ça passait. Les dirigeants européens ont fait l'autruche parce que ça servait le mondialisme, mais on est arrivé aujourd'hui entre 45 ou 50 millions, un moment où les mosquées fleurissent de partout, et en fait, à un moment donné, encore une nouvelle articulation de l'histoire, où l'Europe, dans sa crise d'abord civilisationnelle, une crise civilisationnelle, c'est une crise morale, une perte des valeurs, une perte des points de repère, se trouve également confrontée à une crise industrielle et une crise civilisationnelle qui la dirige doucement vers un effondrement total. Et là, bien entendu, comme Fabien Mochet l'a souligné, ça a toujours été la constante de l'histoire, à ces moments d'articulation, et c'est ce que disait Manitou, à chaque transition de civilisation, on voit apparaître les catastrophes et les cataclysmes, malheureusement, et aujourd'hui, on a tous les signes devant nous de ce cataclysme. Malheureusement, et comme il le soulignait, c'est déploré, il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte dans quelle situation est la France, puisque nous sommes de France, c'est l'Europe qui est concernée, mais la France est le pays qui a la plus grosse communauté juive, et malheureusement, je pense qu'elle va se trouver en première ligne face aux événements qui sont à venir. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose les civilisations, lorsqu'elles, disons, elles meurent, et on le sait depuis Paul Valéry, qu'elles sont mortelles, se disloquent par palier. Vous voyez, comme j'ai dit l'autre fois, c'est une fonction en escalier. Mais à chaque fois qu'il y a une descente par palier, il y a une sorte de stagnation et donc d'accalmie. Et à chaque fois qu'il y a cette accalmie, les Juifs se sont tout simplement tranquillisés en disant bon, c'est passé, ça va pas revenir parce que disons on est protégé par la police, par ça. On a vu ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment, la police n'a pratiquement rien fait. Et c'est vrai, ce qui s'est passé à Munich en 1972, il n'y a eu rien. Rien n'a été fait pour essayer vraiment de protéger ces pauvres malheureux, disons, sportifs. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous vivons ce que nous avons vécu, ce qu'ont vécu nos ancêtres il y a une centaine d'années. C'est incroyable parce que lorsqu'il y a eu des pogroms, puisqu'on parle de ça en Ukraine, la police ukrainienne, il y a 100 ans, n'intervenait absolument pas. Elle était sous les ordres du gouvernement. Et cela c'est vrai en Ukraine, c'est vrai en Pologne. Évidemment, on le sait avec le maréchal Pétain, c'était aussi vrai en France.
Et donc, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait vraiment trembler. Parce que nous voyons, alors qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on ne disait plus jamais ça, nous voyons la résurgence non seulement d'un antisionisme, disons, d'un antisémitisme caché derrière un antisionisme, c'est évident, mais seulement nous voyons aussi le fait que les, soi-disant, ce qu'on appelle les démocraties libérales, sont absolument impuissantes, je dis bien impuissantes, de d'abord contrôler, puis d'empêcher. Elles sont complices, je dirais. Impuissante, c'est un mot gentil. Je pense que c'est plutôt une complicité. Oui, bien sûr, évidemment. Mais évidemment. Et justement, en fin de compte, ce qui était terrible ces dernières années, ces 40 dernières années, si tu fais attention à la situation, cette évolution des partis politiques, et je me rappelle, moi, l'époque où le Front National était un parti marginal à 1, 2, 3% du temps de Texier-Villancourt et compagnie. Or, aujourd'hui, c'est un parti qui a rassemblé près de 40% de la population française, qui est devenu un parti honorable. Il faut connaître les racines du Front National. Alors, on a voulu bien nous faire sentir qu'il y avait eu des changements, mais pour moi, l'idéologie du départ, elle est toujours peut-être moins marquée, mais elle est toujours au Front National. Et à côté de ça, c'est pas suffisant, chose qui n'existait pas. C'est gauche, on était habitués, puisque nous-mêmes, ça nous est arrivé de voter à gauche quand nous étions en France, mais ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une alliance de forces populaires avec une des forces islamiques qui revendiquent carrément une autre identité en France. Et c'est ça qui est dangereux, parce que dans un débat démocratique, eh bien, on travaille tous pour la même caisse, pour le bien-être de la nation, chacun avec ses options. Mais là, c'est quelque chose de particulier. Mélenchon, qui dirige ce parti, est un inconscient qui est en train, pour ses ambitions personnelles politiques, aveuglé par son goût du pouvoir, d'entraîner la France vers une aventure. Parce que ces banlieues sont un explosif. Je voudrais juste dire quelque chose. Ce qui me fait frémir aujourd'hui, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, avant le nazisme, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une alliance de jurés, non pas de facto, mais de jurés, d'extrême droite, etc., Brasillac, etc., et l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une alliance entre l'islamisme et l'extrême gauche, qu'on appelle l'extrême gauche, n'est-ce pas? Mais cette alliance, on l'a trouvée avant le nazisme en France. Et c'est ça qui me fait vraiment peur. Parce que à cette époque, il y a 100 ans, n'est-ce pas? C'est très très bien expliqué par le livre de Mme René Nuer, il y a eu une sorte de complicité active, notamment à partir de l'affaire, mais pas seulement, sur le fait qu'en fait, le juif était l'élément non seulement étranger, au temps de Moshe, mais aussi et surtout l'ennemi. Je voudrais dire une chose très importante. Une des images du nazisme, c'est que le juif était un animal reptilien. On le présentait comme un scorpion, ou je sais pas, ou un serpent, ou une salamandre, etc. Et on disait la chose suivante: ne te fie pas à ce qu'il dit, regarde ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un reptilien, c'est un animal, il n'a rien d'humain. C'était ça ce qui s'est passé il y a une centaine d'années. Et malheureusement, progressivement, on retrouve cette dialectique terrifiante, satanique, qui fait qu'on y va droit. Très vite maintenant, on va dire, tu es un juif,
le brûler. Et comment s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël? Eh bien, c'est naturel. Ce n'est plus un être humain. On va d'étape en étape. Et ces étapes-là, on les connaît. Alors justement, c'est ce qui nous amène à justement ce qui s'est passé à Amsterdam. Bon, on pourrait se dire, si on regardait les choses sous un œil, parce que j'entends un peu tout ce qui se dit, de l'autre côté, les gens vont dire, bon, les supporters israéliens l'ont cherché, ils ont scandé des hymnes, ils ont déchiré le drapeau palestinien, donc c'était normal qu'il y ait une réponse sur les supporters israéliens. C'est comme ça que c'est tourné. Dans l'état d'esprit aujourd'hui, la faute, c'est Israël. Il fallait, de toute façon, on connaît le mécanisme, il faut un bouc émissaire, c'est toujours comme ça depuis tout le temps. Comme tu l'as dit, un reptile, un serpent, un rat, un Pokémon, ce que tu veux. Il faut un bouc émissaire. Et quand ce bouc émissaire il est désigné, il faut le déshumaniser. Tu as très bien expliqué le processus. On le déshumanise le plus possible pour déshumaniser. On détruit son identité, Eliaou. On détruit l'identité, puis on le déshumanise. C'est-à-dire, il faut le rendre méprisable. Et aujourd'hui, la meilleure manière de rendre méprisable un juif, je fais exprès de le dire comme ça, c'est montrer qu'un juif tue des enfants, détruit des maisons, exact, vole une terre, vole le monde, puisque c'est un financier qui contrôle la finance internationale. Donc, c'est une manière d'avilir constamment l'image du juif. Et donc, au final, quand il leur arrive des choses comme ce qui s'est passé le 7 octobre ou ce qui peut se passer à Amsterdam, on va dire, c'est normal. Il faut bien qu'ils reprennent le retour de manivelle du mal qu'ils font sur la terre. C'est-à-dire, cette déshumanisation, elle se fait de cette manière-là. C'est-à-dire, c'est normal. C'est-à-dire que pour les nazis de l'époque, tuer des juifs, comme tu l'as dit, c'était rendre service au monde. Exactement. Et le monde était arrivé à un niveau de propagande tel que oui, tuer un juif, c'est rendre service au monde, puisque c'est le cancer du monde, c'est le cancer de l'humanité. Donc, quand tu as un cancer, une tumeur, il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire, cette propagande-là aujourd'hui, elle est similaire, sauf qu'aujourd'hui, on dit plus juif, on dit sioniste. C'est une autre manière de déshumaniser. On va te dire, j'ai rien contre les juifs, mais par contre les sionistes. Mais par contre, quand tu entends ce qui s'est passé à Amsterdam, on parle plus de sionistes, on parle de juifs. Où sont les juifs? Ça devient une chasse réelle aux juifs. Donc, vous, comment vous visualisez justement ce qui s'est passé à Amsterdam? Est-ce que c'est juste un incident entre deux groupes de hooligans? Est-ce que les médias en font trop et veulent encore stigmatiser encore le conflit pour réamener la vision sur le conflit? Ou alors est-ce qu'on peut s'inquiéter de ce qui se passe en Europe, comme on a vu à Amsterdam, qui en plus était à 2 pâtés de maison de la maison d'Anne Frank, d'accord? Est-ce qu'on peut s'inquiéter, enfin, quand on parle de s'inquiéter, nous, on ne s'inquiète pas, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter de la mentalité mondiale de ce qui est en train de se passer dans le monde? Écoute, je vais être très, très clair et vraiment le plus direct possible. Hein. Ce qui s'est passé pendant le match de football à Amsterdam, c'était évidemment l'anniversaire, de la nuit de cristal en 1938, le 9 et le 10 novembre 1938. Et donc cette nuit de cristal a été largement préparée, édifiée par les nazis, avec l'estampille évidemment des dirigeants nazis de l'époque, et ça faisait partie d'un plan. Ça faisait partie d'un plan, d'une planification. Et à partir du moment où Hitler est arrivé en 1933, ils ont vu qu'en 1933 et 1938, les Occidentaux ne bougeaient pratiquement pas. Et là, je précise bien, et ça c'est terrible, y compris les institutions juives du monde entier. Très peu d'institutions américaines ont bougé, très peu, ou presque pas, d'institutions européennes ont bougé, elles ont commencé à réagir. Il y a eu certains individus, mais ils étaient vraiment seuls, ils ont été même rejetés par les autres juifs, en disant ça va passer. Et ce qui est terrible, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, on a le CRIF, on a ça, on est ici, on a ça, on va être protégé parce que Macron est un démocrate, je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui se passe. Et ça s'est passé déjà en 1933. Et en 1938,
C'est-à-dire que, attends, une seconde. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu tout à l'heure. Un rabbin actuellement d'Amsterdam, d'une grande synagogue d'Amsterdam qui s'appelle, je crois, OL Abraham, mais je peux me tromper au niveau du nom, vient de déclarer ce matin, si c'est vrai, il faut vérifier, mais je sais que c'est vrai, je sens que c'est vrai, il demande à tous les enfants des Juifs d'Hollande de quitter la Hollande le plus vite possible et de faire leur aliyah. À cela arrivent d'autres rabbins, y compris le grand rabbin d'Hollande, dont je tairai le nom, et y compris une autre femme qui se dit rabbin. Bon, évidemment, nous sommes dans le monde libéral. Et je vais donner son nom, tiens. Elle s'appelle Marianne Prague. Elle vient de dire, elle a déclaré, nous sommes contre l'ALIA, nous sommes contre le fait que nos enfants quittent la Hollande, nous sommes hollandais, point final. On parle du monde des rabbins. On ne parle pas du monde des politiques ou des économistes ou des avocats. Bah, comme le disait le Rav Ben Arosh, que j'écoutais il n'y a pas longtemps, il faisait un cours, il expliquait ça, il disait, c'est quand même étonnant que c'est toujours le monde religieux qui voit les choses en dernier. C'est-à-dire, le retour en Eretz Israël, il y a eu bien sûr les élèves du Gaon de Vilna qui sont montés, mais la majorité qui sont montés les premiers, c'est des gens qui étaient en apparence loin de la Torah, et c'est étonnant qu'à chaque fois, le monde dit religieux voit les signes en dernier. C'était une remarque. Maintenant, deuxième chose par rapport à ce que tu as dit sur justement Amsterdam, et on pourrait se dire aujourd'hui que le drapeau palestinien aujourd'hui devient, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que nos soldats trouvent pratiquement dans toutes les maisons à Gaza et au Liban et ailleurs des livres de Mein Kampf, des figurines d'Hitler, c'est-à-dire qu'ils étudient la méthode des nazis pour essayer d'exterminer les Juifs. Il y a une étude réelle de tout ça et il y a une stratégie qui est utilisée, même si on ne veut pas le reconnaître, qui est utilisée par une grande partie du monde arabe qui s'inspire justement de Mein Kampf, d'Hitler et bien sûr du Moufti de Jérusalem qui avait aussi toute cette idéologie-là. Donc, comme tu l'as dit, Nuit de cristal, pas très loin de la maison d'Armstrong, on pourrait se dire coïncidence. Ils l'ont cherché, ils ont scandé des slogans, ils ont déchiré des drapeaux. Bon, bah, c'est une bagarre entre supporters et entre hooligans. Mais on voit que non, puisque dans une bagarre entre supporters et hooligans, tu ne vas pas déplier sur la moitié du stade un drapeau qui met Palestine libre avec au centre la grande mosquée d'Al-Aqsa. On voit que la mosquée d'Al-Aqsa. Et rappelez-vous que le 7 octobre s'appelait, pour le monde musulman, le déluge d'Al-Aqsa. Donc, comment un stade dit laïque, démocrate, il peut se laisser déplier dans son stade un drapeau qui va scander Free Palestine avec la grande mosquée dedans. Vous voyez comment, en fait, c'est comme si l'Europe était, comme à l'avènement d'Hitler, Marchemam, tétanisée. Ils sont dans le chloroforme, quoi. Ils n'arrivent plus à bouger. Et comme tu l'as très bien dit, les rabbins de France et d'Europe et d'ailleurs, pareil, ils sont aussi dans le chloroforme. Ils sont en train de chauffer dans l'eau bouillante et d'être cuits à feu doux sans se rendre compte qu'ils sont en train d'être cuits. Ben c'est ça le nazi-islamisme, hein, la collusion du nazisme et de l'islamisme. Mais en fait, il fallait être clairvoyant. Les opinions ont été formatées depuis fort longtemps en Europe. Si tu es d'accord avec moi, les vocables du style les colons, les territoires occupés, matin et soir pendant 50 ans, puisque cette guerre médiatique a commencé insidieuse après la guerre de Kippour, la guerre de 67, et qu'en fin de compte, à l'heure d'aujourd'hui, dans les informations qui sont présentées, la légitimité de la présence d'Israël sur la terre et sur cette terre est contestée. Quand on laisse des manifestations se développer avec des slogans qui entraînent des foules avec du fleuve à la mer, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est la solution finale. Alors moi je dirais une chose, c'est qu'il ne faut pas être surpris de ce qui se passe aujourd'hui,
l'Europe est responsable de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle va être jugée et que des événements en Europe vont être terribles parce qu'elle a favorisé cette déstabilisation d'Israël par des mouvements terroristes. Je n'utilise même pas le mot palestinien parce que tu signalais tout à l'heure cette collusion entre l'Europe et l'islam, mais ça avait commencé sous Hitler, puisque le Hajj el-Husseini était parti à Berlin pour demander l'éradication du Yishuv. Et ils ont pour preuve de leur bonne foi de combattre auprès des nazis, ils avaient constitué des unités SS nazies qui étaient débouchées. Exactement. Alors, même quand on parle de banderole, je vois qu'ils mettent PSG. Oui, c'est au match du PSG, mais peu importe. Alors, si tu laisses dérouler des banderoles comme ça, avec une grande mosquée en disant Free Palestine, et en mettant la carte, entre guillemets, de la Palestine en gros, ça donne le climat. Non, juste pour parler des Philistins, est-ce que vous savez d'où viennent les Philistins? De qui viennent ces Philistins? Je sais que vous le savez. Est-ce que vous pouvez nous dire? Les Philistins. Je ne parle pas des Philistins modernes. Il y a des peuples qui venaient des îles, beaucoup des îles de Crète et de la Méditerranée. Alors, ce que nous apprend la Torah, à des Phéniciens, mais en aucun cas ils peuvent se revendiquer d'une origine arabe. Non, alors, qu'est-ce que nous apprend la Torah sur l'origine des Philistins? Les Philistins, au final, c'est des bâtards qui sont nés d'unions interdites par les Égyptiens, d'orgies entre les Égyptiens, d'inceste, de mélange complètement, qui n'étaient pas voulus, c'était des enfants non voulus. Ils ont été, excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est très important ce que tu dis, Eliaou, je voulais le dire, c'est très juste. Ils ont été tout simplement après rejetés d'Égypte, renvoyés d'Égypte, et évidemment, ils se sont réfugiés à Gaza. Et ça, c'est très, très important de comprendre. Nous avons ici un peuple qui n'est pas un peuple, mais au niveau du sol, au niveau des secrets, je voudrais dire quelque chose de très important. Le Sforno, Eliaou, dit une chose très importante. Il dit que Ishmaël, d'abord, c'est pas tout à fait l'islam. Bon, imaginons qu'Israël soit l'islam. Mais il y a, dans le mot Ishmaël, vous avez deux mots. Vous avez là-dedans Péré Adam. Péré Adam, c'est dans la Torah, n'est-ce pas? Paracha l'Erlecha. Un homme sauvage. Oui, un homme sauvage. Alors, vous avez le côté sauvage et le côté adamique. D'accord? Péré Adam. Le côté sauvage, pourquoi? Parce que ce sont des âmes qui descendent des autres mondes avant la création, que Dieu, les 7 mondes, là je rentre un peu dans les secrets du Zohar, que Dieu a détruit, il a pris ces âmes-là, il les a mis dans le monde qui suit, et cela imperturbablement de monde en monde, jusqu'à arriver au nôtre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, n'oublions pas que par sa mère, il est égyptien, et par sa mère, il est égyptien, et l'Égypte était à l'époque idolâtre. Exactement. Et j'aimerais rajouter justement. Et deuxième point, par son père, il est Abraham, évidemment. D'abord, ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. D'accord? Première chose. À ce moment-là, il n'était pas circoncis, Abraham. D'accord? C'est très important. Et deuxième chose très importante aussi, c'est que Abraham, qui avait à l'époque 86 ans, avait eu 13 ans à peu près de travail intérieur en Eretz Israël, une dizaine d'années, disons, en Eretz Israël, et Abraham a accepté, disons, j'allais dire à moitié, du bout des lèvres, la proposition de sa femme Sarai, parce que tout simplement, il sentait très bien qu'il y avait quelque part ici un problème, un piège. Pourquoi? Parce que comme Ishmaël, c'est Péré Adam,
Ce mot péré, ça veut dire que ce sont des âmes qui viennent des autres mondes, qui ne sont pas liées directement ou indirectement à Adam Arishon et qui sont venus tout simplement ici pour pouvoir, on a vu le 7 octobre, on a vu ce qui s'est passé à Amsterdam, et on va le voir malheureusement un peu partout dans le monde. Ce sont des gens qui sont des destructeurs parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont tout simplement ancrés dans les mondes qui sont antérieurs au monde de la création, au monde de la Genèse. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, parce que c'est important de comprendre l'histoire des Philistins, d'où ils viennent. On a dit donc que c'était des mamzers qui sont issus d'orgies, d'adultère, tout ça, et qui ont été complètement rejetés parce qu'après ce type de relation, les enfants qui naissaient étaient donc rejetés à Haza. Okay, maintenant, comme ils n'ont pas la fonction parentale, la structure familiale, le prototype des Philistins, c'est d'être anti-vie. C'est d'être contre la vie, contre la structure familiale, contre la structure de vie. C'est pour ça qu'on a vu quand ils sont rentrés le 7 octobre, ils s'en sont pris tout de suite aux familles. Ils ont été dans les maisons. Ils auraient pu aller tous sur les bases militaires ou autres, sur les commissariats. Ils ont été dans les familles. Parce que leur essence, c'est d'être contre la vie. Ils ont choisi la mort. Et il le dit clairement, c'est-à-dire ils portent pour eux. On pourrait se dire, mais attends, les Philistins de l'époque, c'est pas les Palestiniens d'aujourd'hui. Ben si, parce qu'à partir du moment où tu te revendiques de cette identité, tu prends la force de cette identité. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, on voit aujourd'hui les pseudo-palestiniens aujourd'hui sont rejetés de tous les pays arabes. C'est-à-dire, au Liban, il y a des camps pour les pseudo-palestiniens. Ils sont complètement rejetés par les Libanais depuis des années. Les Syriens, c'est la même chose, ils n'en veulent pas. Les Égyptiens, ils n'en veulent pas. Le monde n'en veut pas, au final. Donc, on voit qu'ils sont en train aussi de revivre ce qui se passait, comme tu l'as très bien dit, à l'époque des Égyptiens, donc par le biais d'Ishmaël, par le biais de sa mère, ce rejet, mais on s'en sert comme un peuple sacrifié, suicidé, qui va empêcher le peuple d'Israël de pouvoir jouer son rôle comme il faut, et on va les mettre en première ligne, et le monde se remplit de Hamas, comme on a vu dans la paracha. C'est exactement ça. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu sur le Lot, parce qu'on a parlé j'aimerais qu'on parle un peu des Juifs de France et des Juifs du monde un peu, et on voit donc dans la paracha de cette semaine, on voit que Lot, lui, il n'a pas choisi d'être avec Abraham, de vivre dans la Gdoucha. Lui, il est parti dans l'endroit où il y a moyen de se faire de la parnassa, il y a moyen de faire de l'argent. D'accord ? Il est parti. Donc, on pourrait trouver un semblant de ce qui se passe pour beaucoup de Juifs qui restent en exil, parce que si on pose la question number one, pourquoi vous ne montez pas en Eretz Israël ? C'est la parnassa. Parce qu'en Israël, c'est difficile, parce que les moyens sont plus durs. Donc, on pourrait dire qu'une grande partie des gens de l'exil ont fait le choix de Lot. Mais dans ces gens de l'exil, on sait que la Géoula viendra de France. Donc, tant que les derniers Juifs de France ne sont pas rentrés, la Géoula ne peut pas s'activer comme elle doit s'activer. On voit quand même que Abraham va chercher Lot avant que l'Europe, Sodome et Gomorrhe, soit détruite. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir justement des similitudes quand on voit Bibi qui dit qu'il veut envoyer des avions pour essayer de ramener les Hollandais? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir des similitudes entre l'histoire de Lot et les Juifs d'exil actuellement aujourd'hui et l'histoire d'Abraham qui sait quand même qu'il y a des étincelles quand même dans ces Juifs qui refusent pour l'instant de rentrer en Eretz Israël, ou alors carrément qui deviennent même pour certains antisionistes ou qui ont des discours complètement pro-palestiniens? Tu veux parler ? Écoute, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Personnellement, je le souhaiterais, comme tu le soulignes, mais je suis relativement pessimiste, puisque s'il y a 10-15 ans, on se posait encore la question si peut-être il y aura un sursaut, il n'y a rien eu. Il y a eu quand même quelques milliers qui sont venus, mais il faut souligner que quelques milliers également sont repartis et qui n'ont pas pu faire les efforts nécessaires, qui n'avaient peut-être pas la capacité d'âme de devenir des Hébreux, parce que c'est un défi que l'homme, Abraham, il l'a souligné, il s'appelait Avram avant
fait en Eretz Israël, c'est quand il est en Eretz Israël qu'il a conclu cette alliance avec nous. On ajoutera une lettre à ton nom, tu seras le père des nations, Abraham. Et donc, devenir Abraham, c'est pas très simple. Maintenant, je me suis toujours référé ces dernières années au maître Léon Ashkenazi, Manitou, et qui disait simplement que nous vivions une nouvelle sortie d'Égypte et que cette sortie d'Égypte serait macrocosmique, elle se vivrait à l'échelle internationale. Alors, tout comme, si tu veux, un certain nombre d'illuminés ont suivi Moshe en sortant d'Égypte, et la majorité qui considérait rationnellement que la Parnassa, comme tu dis, était assurée là-bas, on dit qu'est-ce qu'on va aller faire dans le désert avec cet illuminé. Il y a eu un illuminé le siècle dernier, c'était quelqu'un qui est venu en France et qui avait assisté à l'affaire de Herzl, et il avait lancé son grand projet qui faisait sourire tout le monde et qui, en fin de compte, aujourd'hui, voit un Israël reconstruit. L'époque du Mashiach Ben Yosef s'est accomplie. Israël est devenu une puissance technologique. Elle est reconstruite du nord au sud avec des réalisations médicales splendides, des réalisations technologiques, une industrie d'armement, et toujours nos populations se sont, comment dirais-je, cristallisées, fossilisées. Nous avons avancé ici au niveau, non seulement au niveau matériel, mais cette transformation au niveau spirituel s'est effectuée, et plus eux ont fait le cheminement inverse. C'est ce cheminement inverse, on peut le comparer à un aveuglement dans les sphères égyptiennes, puisque l'Égypte, on sait très bien que ce que c'était à l'époque, c'était la décadence totale. Or, nos communautés juives, même si elles se revendiquent d'aller à la synagogue le Shabbat, vivent dans une société totalement idolâtre depuis des années. Si on se réfère à 40 ou 50 ans, on pouvait dire encore, il y avait l'école de Paris, il y avait de certains grands maîtres à Paris qui donnaient une direction à cette communauté juive, mais elle est abandonnée. Et malheureusement, les maîtres, les bergers aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Et ils ne comprennent absolument pas les enjeux. Ils sont aveuglés par la parnassa et la peur d'un changement, d'aller faire ce qu'a fait Abraham, l'Ech Lecha. Et malheureusement, eh ben, j'ai bien peur que ce soit terrible pour eux. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, quand on dit les Philistins, M. Ababou l'a expliqué pourtant, si on dit qu'Ishmaël a des origines égyptiennes, si on dit que les Égyptiens ont rejeté tous les enfants d'adultère là-bas, et ça a donné donc les Philistins. Vous comprenez le lien qu'il y a entre l'Égypte, entre les Philistins, les Plishtim et Ishmaël, d'accord? Pour ceux qui ont du mal à comprendre le lien et qui n'ont pas compris le... Que l'Égypte ne voulait absolument pas que Israël s'attaque à ce qu'on appelle le tir l'axe Philadelphie. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais aussi qu'on aborde le sujet de la guerre de civilisation. Est-ce que, je vous pose la question, vous considérez qu'on est dans une guerre de civilisation ou alors dans une guerre de religion? Nous sommes avant tout dans une guerre de, entre guillemets, j'aime pas du tout le mot religion, hein, je n'aime pas du tout ce mot-là, dans une guerre qui nous entraîne vers dans une guerre dite spirituelle, qui nous entraîne dans une guerre de civilisation. J'allais dire presque une guerre de civilisation spiritualisée, si tu veux. C'est à la fois les deux. D'abord, un point fondamental, c'est que nous sommes venus ici en Eretz Israël parce que Dieu le veut, parce que Dieu nous l'a ordonné, parce que Dieu a prévu ça dans son plan avant la création. Ça, c'est une première chose. Excuse-moi, quand je dis guerre de religion, c'est parce que je parle des croisades. Les gens qui sont sur cette chaîne-là, ils savent très bien ce que je pense de la religion, que ça a été inventé par les hommes, tout ça. Mais quand je dis religion, c'est un terme générique pour expliquer, au final, est-ce qu'on serait dans une nouvelle croisade
que personne ne veut voir et que personne ne veut dire? Ou alors est-ce que c'est un choc de civilisation, comme on essaie de nous dire, en nous disant qu'il y a d'un côté l'Occident et de l'autre côté l'Orient? Non, 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 pas du tout. C'est pas d'après moi. Écoute, je ne suis pas prophète, je peux me tromper. Mais d'après le peu de connaissances que j'ai, notamment en économie, il faut bien comprendre. Nous sommes là à la fin d'une civilisation. La civilisation dite occidentale est arrivée à maturité et à bout de ses forces. C'est-à-dire que véritablement là, il va y avoir une sorte de désinfection, de liquéfaction de cette civilisation. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Nous, nous savons, parce que nous sommes croyants, nous sommes dans la Torah, nous savons que c'est le Mashiach ben David. Au niveau d'Israël, nous sommes au niveau de la fin du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que, en fin de compte, d'ailleurs, entre parenthèses, le fait que Trump a été élu il y a quelques jours, c'est aussi un macro-phénomène, un phénomène fondamental. Prions pour que tout aille bien pour lui et pour ses équipes et qu'ils arrivent en sain et sauf à la présidence de l'État américain. Mais il n'empêche que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont tout simplement les côtés Édom d'Ésaü, je répète, le côté Édom d'Ésaü qui va s'effondrer. C'est pas le côté Ésaü. Le côté Ésaü, en fin de compte, non seulement il s'effondrera pas, mais il ira en crescendo avec Jacob, avec Israël. Et ça, qui c'est qu'il a vu? C'est le père, évidemment, Isaac. Isaac a préféré Ésaü à Jacob. Et pourquoi? Parce qu'il avait vu qu'à la fin des temps de l'histoire, il va tout simplement porter en lui les révolutions industrielles, les révolutions, aujourd'hui, on dirait, dans le monde de la Asiya, au niveau des kabbalistes, de la réalisation, de la matérialisation de l'histoire, alors que Jacob, il est dans les livres et dans les textes. Alors, est-ce qu'il faut les deux? Oui, bien sûr qu'il faut les deux. Je répète, il faut les deux. Mais à la fin des temps de l'histoire, il va y avoir une sorte de synchronie, une sorte d'alliance à partir du moment où Israël aura réduit les forces du Erev Rav qui sont en lui, et à partir du moment où Édom aura été détruit à l'intérieur d'Ésaü. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en train de voir le fait que tout le côté Édom, on dirait aujourd'hui, si vous voulez, si tu veux, il y a où le mondialisme, tout ce qui a été organisé depuis au moins 150 ans, pour ne pas dire 300, 400 ans, même avant, n'est-ce pas, qui est en train de s'effondrer. On va le voir sous nos propres yeux. Mais ce n'est pas pour cela que c'est la fin de la France ou c'est la fin de l'Amérique. La France va transmuter, elle va mourir pour renaître. L'Amérique va mourir pour renaître. Et donc, à partir de ce moment-là, Israël va aussi mourir pour renaître. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir symbiose entre Israël et Ésaü, et ça, véritablement, c'est fondamental. Moshe, qui joue le rôle aujourd'hui d'Esav, c'est plus Esav. Yaakov est devenu Israël. Il a perdu son droit d'aînesse. Par contre, ce qu'on sait, même par rapport à la Souka, par rapport à la fête de Sukkot, c'est que quand on laisse le Srar et on laisse quelques rayons de soleil qui passent, c'est que d'Esav va réussir il va y avoir des rescapés d'Esav. Mais Esav, sa civilisation va s'effondrer complètement. Oui, parce que Esav ou Édom, c'est ce que j'ai dit exactement, Esav ou Édom, c'est le côté édomique d'Esav qui va exploser, qui va disparaître. Et alors, il va y avoir évidemment des populations qui vont survivre et qui vont comprendre. Qui vont être sauvées, des populations qui vont faire Shova. Voilà. Bah, on le voit, tous ceux qui sortent aujourd'hui du monde chrétien et qui comprennent, parce qu'on sait que Yeshua, inversé, ça donne Esav, donc ils sortent de toute la machination chrétienne et qui reviennent aux lois noachides, c'est justement ces rayons de lumière qui arrivent à sortir au final de l'emprise romaine et judéo-chrétienne romaine d'Esav et qui arrivent à faire justement cette teshuva et à revenir vers l'essence. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'on est dans une guerre civilisationnelle, c'est-à-dire deux civilisations, c'est-à-dire le monde, comme on dit, libre, démocratique, civilisé, face au monde obscurantiste, ou alors, moi c'est ce que je pense. Je pense pas que c'est une guerre de civilisation. Moi je pense que c'est une guerre de religion cachée derrière, soi-disant, une guerre de civilisation. Parce que qu'est-ce qui dirige les hommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui les dirige? C'est les âmes.
Et on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on entend le déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre, c'est que la guerre menée par les musulmans sont liées à Jérusalem, sont liées à la mosquée d'Al-Aqsa. La guerre menée par le monde occidental, George Bush et Trump, qui est liée au mouvement évangéliste chrétien à 100% aux États-Unis, sont une vision d'une croisade évangélique. Et ça, malheureusement, souvent, c'est complètement mis en dessous de la table. On ne veut pas voir parce qu'on a l'impression qu'on est dans un monde laïque et démocratique. Il y a une croisade engendrée par, selon ma vision, de ce que je pense, de ce que je lis aussi du Zohar Kadosh. On sait que Esav a pris 35 nations, Ishmaël en a pris 35. Et on sait que Ishmaël, le mauvais côté d'Ishmaël, c'est l'islam. Le mauvais côté d'Esav, c'est le christianisme. C'est-à-dire, ils ont pris le monde, les 70 nations, ils les ont enfermés dans deux grandes religions, une religion qui a fait ses premières croisades et qui a continué aujourd'hui avec la démocratie, le christianisme est devenu la démocratie, et l'autre côté, l'islam, qui a aussi pris la moitié du monde, ils veulent se partager le monde en deux. Mais le problème, c'est qu'en milieu, il y a une petite pierre qui s'appelle Israël, qui a véritablement le souvenir et la mémoire de l'originalité d'Hachem et du plan divin, qui met malheureusement un caillou dans l'embrayage. C'est exactement ce que je dis. C'est tout, c'est exactement ça. C'est dans le rêve de Daniel, c'est le caillou qui va faire tomber la statue. C'est-à-dire, à mon avis, que tu voulais faire le distinguo entre une crise civilisationnelle ou une crise religieuse. Moi, je pense, c'est mon opinion, que, en fin de compte, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui n'ont pas commencé hier. C'est un processus d'une cinquantaine d'années dans la phase finale, et qui a commencé par une crise de civilisation. Qu'est-ce que c'est une crise de civilisation? C'est une crise de remise en question des valeurs. Mais elle s'est durcie, cette crise, au point d'arriver à des tensions telles qu'elle a révélé des ressorts profonds dans l'âme des civilisations, et ces ressorts profonds sont toujours les religions. Et c'est pour ça que d'ailleurs le marxisme a voulu se démarquer de ça en disant que les religions sont le plan du peuple. Mais en fait, cette crise de civilisation, c'était quoi? C'était en fait une crise par rapport au projet de cette civilisation. Le projet de cette civilisation, c'était le projet comme à l'ancien temps, dans l'histoire humaine, le dictateur Nimrod qui offrait à sa civilisation tous les plaisirs qu'il pouvait, mais qui ne revendiquait pas le droit à croire à la transcendance. Et à partir du moment où ce cheminement-là s'est épuisé, on est arrivé à une situation où, dans un microcosme de la planète qui s'appelle le Moyen-Orient, et un endroit précis, Israël avec ses territoires de Gaza, où s'est révélé réellement l'ampleur du problème qui était dénigré par Édom. C'est ça. Dénigré par Édom. Donc, en fin de compte, au moment où cette civilisation devait se ressaisir, ils ne pouvaient plus se ressaisir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus l'otage de ces forces maléfiques. Et ces forces maléfiques, non, elles ont un nom. C'est guerre Amalek de civilisation en civilisation. Exactement. Alors, dernière question. On sait que la prophétie est en train de revenir en Israël. On sait qu'on va commencer à tous pouvoir reprophétiser. Bien sûr, quand on se sera bien nettoyé, qu'on aura fait de chouva, qu'on sera revenu véritablement à notre place. Mais j'aimerais bien qu'on prenne les 2 dernières petites minutes de manière courte, que vous nous donniez votre vision, votre pronostic, votre névoie sur les années ou les mois à venir. Moshe, je t'écoute. Bien, bon, évidemment, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, n'est-ce pas? Nous sommes là à la veille d'événements cataclysmiques qui vont faire en sorte que Édom va s'effondrer. Je dis bien Édom va s'effondrer et que l'islam, tel qu'il est aujourd'hui, l'islamisme va aussi s'effondrer. Il va y avoir une implosion. À partir de ce moment-là, les peuples vont se ressaisir. Ils vont essayer de chercher le émet, la vérité.
la vérité telle que le plan de Dieu. N'oublions pas que dire tout ça, c'est le plan de Dieu qui est en question. D'accord? Les ennemis d'Israël sont des ennemis de Dieu. Et c'est les ennemis de sa volonté. Et donc, nous avons cette clé fondamentale, extraordinaire qu'on appelle la Torah, mais c'est une Torah qui aujourd'hui elle-même va transmuter. Elle va devenir une Torah de la délivrance. Alors qu'avant, c'était une Torah certainement juste, certainement venant de Dieu, mais c'était une Torah d'exil. Nous allons avoir maintenant une Torah qui est la même, je répète, qui est la même, mais qui va tout simplement être adaptée à l'attente d'Israël et de l'ensemble de la population qui va survivre à ces phénomènes terribles que nous allons vivre. Je voudrais quand même continuer un point. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours d'arriver vers le bien, vers la protection d'Adam Rishon et de Chava. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire en sorte qu'en ayant la lumière allumée, c'est-à-dire le Or Aganus qui est en nous, n'est-ce pas, grâce cela à nos pères, Abraham, qui est la lumière divine, le Or Haelion, on dit en hébreu, qui est en nous, qui est infusé d'ailleurs dans le monde entier, pour les gens qui descendent d'Adam et de Ève, je précise bien, et vous avez aussi Yitzhak, qui est la sorte de Kéli, c'est-à-dire tout simplement les limites à cette lumière, de manière à ce que la lumière ne va pas trop éblouir les âmes et nous faire tout simplement périr. Le troisième, c'est Jacob, qui est lié directement à Adam Kadmon. Mais c'est qui a la clé de tout ça? C'est Jacob qui devient Israël, et c'est Israël qui devient Yeshurun. Et le travail, Eliaou, c'est tout simplement d'intégrer Yeshurun dans le plan d'ensemble. C'est là où nous sommes. Et à chaque fois qu'il y a une crise d'identité, une mutation d'identité, il y a la guerre. Et c'est pour ça que Amalek, comme a très bien dit mon ami Louis, Amalek, il est tout simplement à l'écoute de toutes ces mutations, ces transformations internes, ces mutations d'identité, qui fait que véritablement il attaque dès que Israël, par exemple, veut s'en sortir. Pourquoi? Parce que Israël a la clé que les nations n'ont pas. Et quelle est la clé d'Israël? C'est la Torah. Alors, Louis, on écoute un peu ta mini-prophétie sur les temps à venir. Comment tu visualises les choses? Ben moi, je vois que je me réfère souvent à des goïms qui ont des très grandes âmes. Et je me rappelle qu'en 70, j'avais été interpellé par un écrivain qui était en même temps archéologue, qui s'appelait Robert Charroux, et qui, 50 ans avant les temps que nous vivons, prédisait que Israël, à la fin des temps, serait la Teva de Noé. C'est ça. Voilà. Or, je vais te donner quelque chose qui va t'interpeller. C'est qu'il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans à peu près, j'avais dit à Fabien, et regarde avec l'éclairage des événements actuels, j'ai dit, tu sais Fabien, je viens de lire qu'un Hollandais a reconstruit à l'exactitude totale des mesures qui est dans la Bible, la Teva de Noé, l'arche de Noé, et que elle est amarrée, elle était photographiée. J'ai dit, c'est incroyable cette affaire-là. Et il se proposait d'aller avec son arche de Noé à une certaine destination que j'ai oubliée. Et en fin de compte, peu de temps après, j'ai vu, il avait décidé de venir s'amarrer en Israël. Alors ça c'est fort. Ça m'a rappelé Robert Charroux. Et en fin de compte, comme je t'ai dit, ma vision des choses était du microcosme macrocosme. Dieu a promis à Noé qu'il n'y aurait pas de déluge, mais il y aurait peut-être d'autres instruments, d'éléments naturels pour punir l'humanité. Et je pense qu'on est à la veille d'un cataclysme. C'est obligatoire. Parce que l'humanité, et surtout la civilisation occidentale, a été trop loin. Elle s'est attaquée carrément au fondement du plan de Dieu,
et ça faisait des années que je me posais la question au niveau économique pour modifier cet ordre mondial, cette répartition des richesses, cette organisation plus rationnelle de l'économie à l'échelle internationale. Mais en fin de compte, je pense que les bouleversements que nous allons connaître, c'est pour ça que tu dis, essayez de vous projeter, c'est très difficile parce que quelle va être l'ampleur? Je te donne un exemple. Ce soir, j'ai lu, alors après je te donnerai l'explication pourquoi c'est interpellant, que la Turquie s'attaquait directement au niveau diplomatique à la Russie concernant les ports de la mer Noire. Or, tu sais que c'est la pierre angulaire de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et en fait, notre ancêtre, notre grand maître, le Gaon de Vilna, et c'est là que ce soir ça m'a interpellé, parce que la crise est très sérieuse, et le Gaon de Vilna avait dit, quand vous verrez la flotte russe passer les Dardanelles et franchir le Bosphore, ça sera un moment terrible. Il y aura un affrontement entre les forces russes et les forces turques. Istanbul sera détruit complètement. À ce moment-là, Israël devra mettre ses talites et ses téphilines. C'est un conflit apocalyptique qui se prépare. Alors, et ce soir, alors que depuis, tu sais que le conflit a démarré déjà depuis plus de 2 ans, ce soir, l'information est tombée. La Turquie accepte de s'engager dans une épreuve de force diplomatique grave avec la Russie qui peut conduire au schéma dont a parlé le Gaon de Vilna et qu'évidemment, par effet de ricochet, tu vois très bien le jeu de domino qui peut se produire aujourd'hui, d'autant que les sources de conflit ne manquent pas, Moyen-Orient, Europe, Chine, Taïwan, bref, dire de quoi demain est fait, c'est très difficile de se projeter à quelques semaines, quelques mois, quand on ne sait pas. Avec les bouleversements, tu vois bien qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est pas simplement un changement politique qui s'est passé, c'est une révolution qui est en train de se passer. Donc, je partage son point de vue, à savoir que Dieu fasse que l'équipe de Trump entre en fonction au début janvier et nous verrons à ce moment-là. D'ici là, peut se passer beaucoup de choses. Alors, je conclurai quand même avec la paracha de la semaine, puisque les Malachim, les 3 anges, viennent annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un fils. Abraham, il rit, il n'y croit plus à la Géoula. Et Sarah, elle rit aussi. Et donc, ce fils s'appelle Yitzhak. Il rira comme Hachem se rit. Absolument. De la ruse, de tout ce qu'on peut essayer de faire contre son plan. Comme tu l'as dit, celui qui s'oppose à Israël aujourd'hui s'oppose au Créateur. On n'a pas dit qu'on ne peut pas critiquer les Israéliens. Ils sont critiquables, bien sûr, et on est les premiers à s'autocritiquer d'ailleurs. Mais par contre, le plan d'Hachem, c'est Israël. Israël, ce n'est pas une gay pride à Tel Aviv. Israël, c'est être yachar, être au droit devant le Créateur. Donc, je pense que Hachem va se rire des personnes qui essayent de ruser, de tromper, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le monde politique ou autre. Il va faire un grand tri. On a commencé depuis déjà cette grande épi, vous savez de quoi je parle, depuis déjà plusieurs années. Il y a un énorme tri qui est fait, il y a un énorme brassage, et là on va vivre un tri encore plus grand. Et au final, comment on va sortir, parce que c'est bien de partir sur une note positive, comment on va sortir de cette crise? On a compris, en riant. La simcha, Rabbi Nachman nous l'avait enseigné depuis longtemps. Simcha. Oui, un mot, après ce sera pour Louis. Je voudrais dire une chose qui me paraît fondamentale. Tout est pour le bien. Tout est pour le simcha. Simcha otiyot, les mêmes lettres que Mashiach. Donc attention, on est tout simplement en joie. En fait, le tri que tu dis, il est salutaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de revenir à Adam et Ève avant la faute. On est en train tout simplement de finir la réparation de la faute d'Adam et de Ève. Donc il faut bien comprendre que nous sommes à la veille du 3e temple, nous sommes à la veille de l'arrivée du Mashiach, nous sommes à la veille de la résurrection des morts.
Et qui aura droit à tout cela? Ceux qui ont la lumière allumée, ceux qui ont seulement la lumière allumée, et c'est à ce moment-là, on rira tous. Et on n'a pas vu, pour l'instant, on n'a pas vu Yitzhak rire, parce qu'il rira dans l'histoire d'Yitzhak, on ne voit pas rire. Il est le din, il est la gvoa, il tranche, il se sacrifie, il a Akedat Yitzhak. Donc il rira, c'est forcément du futur. Bien sûr. Je vous dis, la solution à ce problème, nous on pense que les armées, la Chine, la Turquie, Hachem se rit d'eux. Rappelez-vous l'histoire de Purim, on est en train de vivre véritablement un grand Purim mondial. On vit le Purim de l'universel. Exactement, tout le monde est déguisé. Et la solution pour traverser tout ça, c'est être conscient de ce qui se passe dans le monde. On est conscient au niveau de la politique, de ce qui se passe de l'actualité. Mais surtout, c'est de maintenir une simra et surtout une perspective d'avenir parce qu'il va y en avoir un. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de temps. Les gens, ils consomment, ils sacrifient leur vie en pensant que ça y est, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde dans la Torah. Il y a un renouvellement avec justement un nouvel état de conscience et une Géoula Shelema avec une connaissance divine sur Hachem va mettre tout le monde d'accord. D'accord ? Tout le monde va être d'accord. Quand le patron, quand le roi va se dévoiler, tout le monde va être d'accord et enfin, on va pouvoir rire du plus profond de notre âme et du plus profond de notre cœur. C'est magnifique ce que tu dis, c'est tout à fait juste, évidemment. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Oui. C'est la fin d'un monde. Maintenant, une chose très importante qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, il est total, il est crucial. Il faut la tchouva, il faut les mounas actuellement. Il faut revenir faire son Dieu, qu'on soit juif ou qu'on soit pas juif, qu'on soit pas juif. C'est très important de revenir vers son Dieu. C'est les mounas chez les mains qu'il faut. Et je rajouterai juste une chose avant de te laisser la parole, Louis. Je te laisse la parole tout de suite. Je te laisse tout de suite la parole. Je te laisse tout de suite la parole. J'aimerais juste laisser une chose pour tous nos frères qui sont partout dans le monde. Il faut rire, mais il faut se battre. Ne faites pas la même erreur qu'avant 39. Il faut qu'on soit fort et il faut qu'on se batte. Ça n'empêche pas d'avoir la joie, mais vous devez marcher fièrement partout dans le monde entier avec vos kippas. Arrêtez de vous cacher avec votre site. Soyez fiers de ce que vous êtes. On ne va pas refaire le remake de 39 où les Juifs rasent les murs et se cachent et enlèvent leur kippa et mettent une casquette. On est dans un temps où pour rire, il va falloir se battre. Vas-y Louis, on t'écoute. Juste deux mots pour conclure. En fin de compte, la vision de la situation du monde dans laquelle je vois, c'est exactement quand Abraham a quitté la civilisation pervertie de Babel, c'est Abraham d'un côté et Éver de l'autre. Le monde de l'autre. Et le monde de l'autre. Le monde de l'autre, c'était mi-Éver, c'est-à-dire il y avait une séparation. Voilà. Donc, ce monde d'Abraham, c'est nous aujourd'hui et on est dans la réalisation totale de la fin du projet de l'histoire. Alors, merci beaucoup d'être venu. De toute façon, ce ne sera pas le dernier live. On a encore pas mal de choses à partager ensemble jusqu'à la Géoula, jusqu'à ce qu'on puisse manger un petit morceau du Léviathan et accéder au Sodot de la Torah avec Simcha et tous nos frères revenus ici et les justes des nations, les 70 justes pour reconstruire le Beth Amikdash. En attendant tout ça, on continue à combattre. Ça fait plus de 2000 ans qu'on attend. Ce n'est pas à la dernière ligne droite qu'on va lâcher. Merci à vous. C'est un cours un peu plus court aujourd'hui parce que Moshe et Louis ont moins de temps. Donc, je ne vous laisse pas de questions. Vous pouvez les mettre dans les commentaires et on essaiera d'y répondre par la suite. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.